Bonjour, bienvenue au webinaire Covid-19 de la CCISM. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir rebondir sur l'actualité qui est un peu ubuesque, on pourrait dire aujourd'hui sur Saint-Martin. Et nous allons apporter quelques réponses à des questions que tout le monde se pose. Et l'objectif de ce webinaire, c'est deux objectifs. Le premier objectif, bien sûr, c'est un petit peu de calmer la situation, d'essayer de calmer la situation, de trouver des réponses et de très bonnes réponses aux questions que se pose la population et les ressortissants de la CCISM. Mais également, l'un de nos objectifs, c'est de voir avec la partie légale pour les entrepreneurs, quelle va être la suite pour les entreprises de Saint-Martin. Donc, rapidement, nous allons vous présenter les intervenants. Donc, nous avons Madame Lampis, qui est directrice du centre hospitalier Louis-Constant Fleming et qui nous parlera donc de la situation de l'hôpital de Saint-Martin. Nous avons le docteur Bissuel, qui est infectiologue, qui est responsable de l'unité Covid au centre hospitalier de Saint-Martin. Le docteur Roland Mambeke, qui ne devrait pas tarder. Monsieur Michel Vogel, qui s'installe actuellement. Maître Sandrine Jaboulet de La Haye, qui est avocate, conseillère technique de la CCI. Et enfin, monsieur le préfet de Saint-Martin-Saint-Barthélemy. Et le directeur de la CCISM, monsieur Julien Bataille, et moi-même, votre bien dévouée Angèle Dormois. Donc, derrière la scène, derrière tout le travail, derrière ce que vous voyez aujourd'hui, il y a des techniciens. Donc, les techniciens, c'est Luciana Raspail et Madame Malaika Bell qui vont nous faire un détail, ils vont remonter les questions. Il y a des questions qui ont déjà été préalablement envoyées et d'autres questions qui seront envoyées pendant ce webinaire, qui vont envoyer ces informations à Monsieur Julien Bataille. Donc voilà un peu brosser brièvement l'organisation de ce webinaire. Et je voudrais quand même rajouter que ce webinaire est retranscrit grâce à la technicité et à l'intervention de YoTV. Merci YoTV. Je vais rapidement laisser faire un petit tour de table en commençant par Madame Lampis. Oui, bonjour. Donc, moi, je dirige les hôpitaux de Saint-Martin et de Saint-Barth. Et comme tous les hôpitaux de Guadeloupe, puisque vous suivez tous l'actualité, vous avez vu que cette quatrième vague est particulièrement importante et submerge toutes les capacités hospitalières des Antilles. Donc, l'hôpital de Saint-Martin et l'hôpital de Saint-Barth, comme les autres hôpitaux de Guadeloupe, reçoivent beaucoup de patients sur cette quatrième vague. Beaucoup plus que nous en avions reçu sur les 3 précédentes. Et nous avons beaucoup de patients plus nombreux, plus jeunes, plus graves. Le docteur Bissuel donnera des précisions tout à l'heure. Ce qui m'a obligée en fin de semaine dernière de déclarer un plan blanc à l'hôpital, c'est-à-dire d'arrêter toutes les activités programmées autres pour que nos services se consacrent entièrement à l'activité Covid. Et aux urgences, bien sûr. L'hôpital continue à accueillir, bien sûr, les urgences et les soins qui pourraient entraîner une perte de chance pour les patients. Mais sinon, toutes nos forces hospitalières sont concentrées sur la lutte contre cette épidémie et sur cette vague. Donc, tous nos lits de médecine sont consacrés actuellement au Covid. Nous avons ouvert des lits supplémentaires pour pouvoir faire face à la situation. Et notre difficulté, c'est que notre hôpital est un hôpital de proximité. Enfin, ce n'est pas un hôpital de proximité au sens de la loi, mais c'est un hôpital de première intention et que notre filière d'aval pour les patients les plus graves est normalement le CHU de Guadeloupe, qui lui-même est saturé. Donc voilà, nous devons nous faire face à cette situation et nous organiser. C'est pour cela qu'en accord avec Monsieur le Préfet et avec l'ARS, j'ai décidé de déclencher le plan blanc à l'hôpital. Voilà. Je demanderai à chacun de faire une petite présentation rapide, succincte, et ensuite il y a pas mal de questions qui arrivent, donc nous allons ensuite poser des questions et on entrera un petit peu plus dans les détails. Docteur Bissuel.
Bonjour, donc je suis le docteur Bissuel, je suis infectiologue. C'est une spécialité qui est un peu mise en lumière depuis quelques mois. Beaucoup de Français ne savaient pas que ça existait, l'infectiologie. Donc c'est une spécialité où on apprend depuis le début de notre cursus médical ce qu'est la maladie infectieuse, les vaccins, les virus. Et c'est pour cela qu'on est particulièrement impliqué en tant qu'infectiologue dans la prise en charge du Covid, à Saint-Martin en particulier, avec tous mes collègues du service de médecine et les urgentistes, les anesthésistes réanimateurs, bien sûr, en collaboration avec nos collègues du CHU de Pointe-à-Pitre. Et je serai content de répondre à des questions qui concernent donc cette maladie infectieuse qu'est la Covid-19. Michel Vogel. Merci de m'avoir invité. Je suis donc Michel Vogel, je suis le président de FIPCOM qui s'appelle MEDEF également Saint-Martin. Forcément, je représente le monde économique et on a effectivement beaucoup de difficultés avec la situation présente. Donc on y reviendra, je pense, au fil et à mesure des nouvelles questions. Maître Jaboulet de La Haye. Bonjour, oui, Maître Jaboulet, conseillère technique à la CCISM, aussi dans la FIPCOM également. Effectivement, je rejoins un petit peu les réflexions de Monsieur Vogel. La situation actuelle est un peu compliquée à comprendre sur plein de plans. Et effectivement, il y a pas mal de questions qui vont être posées à mon avis et on a déjà eu l'occasion d'en évoquer une partie. Voilà. Et pour terminer, Monsieur Bataille. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Julien Bataille, directeur général de la CCI de Saint-Martin. Je serai là principalement pour relayer les questions qui pourraient être posées via notre page Facebook et puis, bien sûr, tenter d'enrichir le débat autant que possible. Merci. Parfait. Donc, les présentations ayant été faites, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. Chaque intervention devra durer à peu près 5 minutes. Nous avons parce que le délai de ce webinaire sera d'environ 1 heure. Donc, nous allons essayer de réduire un petit peu les interventions de chacun. C'est pour assurer la fluidité et que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, par contre, je vais commencer par Monsieur le Préfet. Merci Madame la Présidente. Les présentations ayant été faites, il s'agit maintenant pour nous de présenter pour les professionnels de santé, les médecins directement en première ligne et confrontés à la réalité de ce qu'est le Covid, à la fois la situation telle qu'elle est, concrètement, sans tabou, en voulant aussi dépassionner, parce qu'il faut dépassionner, il faut savoir garder raison. Pour le moment, je salue, moi, le professionnalisme, comme l'on dit, mais surtout la sérénité et le calme des équipes soignantes de l'hôpital du groupement hospitalier de territoire de Saint-Barthélemy-Saint-Martin. D'ailleurs, il suffit d'y aller pour voir que les malades du Covid, notamment, sont pris en charge de façon tout à fait remarquable. Dans le calme, tout se fait avec la précision des gestes des experts. On a la chance ici, sur ce territoire, d'en avoir. Il s'agit aussi d'expliquer, pour ce qui me concerne, le rôle du représentant de l'État, du préfet, et les choix qu'il a opérés en y intégrant, et je salue évidemment la Chambre et les représentants des chambres ici présents et du MEDEF. Il s'agissait aussi pour moi de prendre en compte les impératifs, comme l'on dit, économique. Il y a des réalités qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte, et ça a été, croyez-le bien, une grande partie aussi de mon action que de trouver le juste équilibre entre à la fois la préservation de la santé publique, la préservation des citoyens de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, mais aussi faire en sorte qu'il y ait une activité économique sur ce territoire. Je serai bien évidemment à disposition des personnes qui voudront m'interroger. Je répondrai au mieux à leurs questions. Et je n'en doute pas, elles seront pertinentes. La première question, donc, Monsieur le Préfet,
toujours Monsieur le Préfet. Quelle est la situation aujourd'hui à Saint-Martin? Lors des 2 dernières réunions avec les socioprofessionnels, vous nous avez quand même donné des chiffres très inquiétants et qui justifient donc la mise en place de couvre-feu sur Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Parce que lorsque nous sommes en réunion, ces informations restent entre nous, professionnels, mais je pense que nos ressortissants et le public a besoin d'entendre ces informations. Oui, alors Madame Lampis, la directrice de l'hôpital, vous donnera les dernières données quant à la fréquentation de sa structure hospitalière et quant à la nature des malades qu'elle accueille avec le docteur Bissuel actuellement. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le représentant de l'État agit en concertation avec les autorités sanitaires, avec l'ARS, Madame Valérie Lenux, la directrice générale de l'ARS, et Madame Marie-Antoinette Lampis et ses équipes médicales, pour prendre les bonnes mesures adaptées à la fois à la situation sanitaire, mais également en consultation avec les élus et les socioprofessionnels de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour trouver le juste équilibre. C'est ce que j'ai dit en mon introduction. Donc ce qui a fait que j'ai durci les mesures, notamment de couvre-feu, ce sont les indicateurs épidémiologiques. Ce sont les indicateurs épidémiologiques. Ce sont les indicateurs épidémiologiques et aujourd'hui, ils sont très élevés avec un taux d'incidence qui est supérieur à 600 pour 100 000 habitants et un taux de positivité qui est de plus de 8%. Donc ce sont des indicateurs clés parce qu'ils se traduisent par une fréquentation, si je puis m'exprimer ainsi, augmentée de façon exponentielle à l'hôpital, avec une situation quand même, je le rappelle, qui est tendue pour nous depuis mai dernier. C'est-à-dire que depuis mai dernier, j'ai pris des mesures bien avant notre territoire qui sont des mesures, certains diront d'atteinte aux libertés, moi je dis tout simplement de protection. Le représentant de l'État, il protège aussi, dans le cadre de l'intérêt général, l'ensemble des habitants. J'ai ce devoir-là, de nous protéger, de protéger notamment les personnes les plus faibles et les plus sensibles à ce Covid. Il en va de mon devoir. C'est mon devoir et je l'assume avec, évidemment, l'enthousiasme et puis la conviction qui est la mienne. Certains m'excuseront d'avoir de la conviction, mais certains, me le reprocheront, mais moi j'ai cette conviction qui est celui d'agir, qui est celle d'agir dans l'intérêt de tous. Donc on a une situation épidémiologique, pour résumer, très tendue, qui a des conséquences sur la fréquentation de l'hôpital et cela va vous être décrit de façon beaucoup plus précise. Pour autant, nos mesures ont des effets, elles en ont eu en mai. Je pense, et je suis assez optimiste dans la mesure où tout ce qui est demandé à tout un chacun va avoir des effets. Il ne peut pas en être autrement, mais il faut aussi que chacun se prenne en main et comprenne qu'il s'agit de se protéger déjà, mais surtout de protéger son entourage familial, voire les personnes, et je me répète, les plus fragiles. Je n'en dirai pas plus. Madame Lampis, pourriez-vous nous donner un petit peu plus d'informations donc, sur les données aujourd'hui à l'hôpital? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'hôpital? Est-ce que nous sommes dans la même situation qu'en Guadeloupe, en Martinique? C'est ce que beaucoup de personnes nous posent comme question. Est-ce que nous sommes dans la même situation, par exemple, qu'à Saint-Barth ou même en France métropolitaine? Oui, alors à l'hôpital de Saint-Martin ou l'hôpital de Saint-Barth, vous le savez, on a accueilli les premiers patients du Covid des Antilles. C'était le 28 février 2020, tout le monde s'en rappelle. Et donc, on commence à avoir une certaine expérience de l'accueil de ces patients et une certaine expérience de la gestion de cette crise. Ceci dit, aujourd'hui, cette crise-là, cette vague-là, dépasse un petit peu tout ce qu'on a connu précédemment, puisque les précédentes vagues, et notamment la plus importante pour nous, qui était en septembre-octobre de l'année dernière, nous avions eu au maximum un jour 20 patients. Aujourd'hui, nous en avons au total sur les 2 établissements 29. 29 patients. Au total, sur l'ensemble des établissements de Saint-Martin et Saint-Barth. Combien de lits avons-nous? Alors, lorsqu'on a ouvert l'unité Covid l'année dernière, on avait 8 lits. On a étendu petit à petit et là, nous avions la semaine dernière 24 plus un lit de réanimation. Aujourd'hui, nous avons ouvert encore 8 lits supplémentaires pour pouvoir accueillir les patients puisque nous sommes actuellement ici
Si je ne me trompe pas, je crois que nous avions 3 entrées aujourd'hui supplémentaires. On était à 21 23 ce matin, 23, et plus 3 qui étaient en instance au moment où nous partions pour venir vous rejoindre. Nous avions 3 patients qui attendaient d'être hospitalisés. Voilà, donc la situation est grave. Alors effectivement, les équipes hospitalières sont là, répondent à l'appel et se portent volontaires pour venir aider. Donc nous sommes organisés, nous avons déclenché le plan blanc, mais la tension est forte. Voilà, donc la tension est forte pour les soignants. Et il faut absolument qu'on arrive à maîtriser cette vague. Puisque nos capacités hospitalières sont quand même limitées, même si on a pu ouvrir 8 lits supplémentaires, on ne pourra pas pousser les murs de l'hôpital. Vous pouvez nous réexpliquer ce que le plan blanc, parce que je pense que certaines personnes ne comprennent pas le plan blanc. Alors, on a un certain nombre de plans d'urgence dans les hôpitaux, et notamment le plan blanc qui est un plan d'afflux massif de patients, qui nous permet de mettre en place certaines dispositions, notamment arrêter l'activité programmée, puisque nous avons arrêté toutes les interventions chirurgicales qui n'étaient pas absolument indispensables. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a une crise d'appendicite ne peut pas être opéré? Alors, non. Aujourd'hui, quand même, à l'hôpital continue à assumer son rôle d'urgence, c'est-à-dire accueille toutes les urgences et continue à prendre en charge tous les patients qui, par une non prise en charge, pourraient avoir une perte de chance. C'est-à-dire que si on ne les prenait pas en charge tout de suite, leur situation s'aggraverait. Mais on sélectionne, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas urgent, toutes les activités, notamment chirurgicales, qui peuvent être reprogrammées ultérieurement, sont arrêtées. Pour 2 raisons. D'abord, pour préserver notre capacité en lit, pour mobiliser notre personnel sur cette unité-là, et parce que nous avons un nombre d'anesthésistes en nombre, enfin, nous avons une capacité de praticiens anesthésistes limitée, et de médecins aussi d'ailleurs, et que donc nous concentrons ces ressources humaines compétentes, ces compétences sur la prise en charge des patients Covid et des patients urgents. Voilà, donc le plan blanc nous permet aussi de rappeler des personnels qui sont en congé, enfin de prendre un certain nombre de dispositions pour faire face au nombre important de patients qui arrivent à l'hôpital. Donc si je comprends bien, non seulement la situation est tendue, elle est même dangereuse pour notre territoire. Dangereuse, elle est tendue. Après, jusqu'à présent, et je pense que les capacités, enfin l'hôpital l'a prouvé, nous prendrons en charge toutes les urgences qui se présentent, bien sûr. Et je l'ai dit, les médecins sélectionnent et lorsque les patients ont une perte de chance, ils sont pris en charge, bien sûr. D'accord. Docteur Bissuel, je pense que vous êtes l'une des premières personnes à recevoir les malades Covid à Saint-Martin. Pouvez-vous nous dire un petit peu la situation, comment ça se décante un peu à l'hôpital, puisque vous êtes infectiologue à l'hôpital? Alors à l'hôpital, on connaît une affluence de patients présentant un Covid qui ne se tarit plus depuis une dizaine de jours, où on est en permanence au minimum avec 20 patients hospitalisés, souvent plus, et probablement beaucoup plus dans les jours qui viennent, bien que les médecins de ville fassent un travail énorme pour garder les patients présentant un Covid à domicile et que les urgentistes essayent de ne pas garder à l'hôpital les patients qui peuvent être pris en charge à domicile. Malgré tout, ces hospitalisations se multiplient et ce qu'on remarque avant tout, c'est que les personnes nombreuses qui sont hospitalisées ne sont pas vaccinées. Il y a 1 ou 2 exceptions, c'est normal statistiquement. C'est la question que beaucoup de personnes se posent et ils nous disent combien de personnes à l'hôpital qui sont Covid-19 et vaccinées. Ils veulent savoir parce que personne ne connaît ces chiffres à la date d'aujourd'hui et bien sûr ça laisse, le fait de ne pas savoir laisse supposer et faire plein de polémiques. Bien sûr. Donc aujourd'hui même, sur les 23 patients dont parlait Madame Lampis, aucun n'est vacciné. Ce qui est quand même assez caractéristique de ce qui est dit depuis longtemps, c'est que la vaccination
protège des formes sévères, protège de l'hospitalisation, protège du passage en réanimation. Et je rebondis d'ailleurs sur ce thème de la réanimation pour dire que, outre le fait que beaucoup de malades sont hospitalisés, nombreux présentent des formes graves, ils sont parfois jeunes, qui nécessitent de la réanimation qui est un acte extrêmement invasif, hein, c'est la fameuse intubation, c'est ce qu'on appelle la ventilation mécanique. Et à ce jour, les réanimations avec qui nous travaillons, celles de Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et Fort-de-France, sont pleines. L'hôpital et les médecins de l'hôpital et la direction de l'hôpital ont fait un énorme effort pour arriver à ouvrir une petite unité de réanimation à l'hôpital de Saint-Martin, qui n'a habituellement pas de service de réanimation, une unité de réanimation dite de transit pour des personnes qui seraient en attente d'une place dans un service de réanimation dans une des grandes îles voisines. Malgré tout, nous nous trouvons confrontés à des situations où des patients sont refusés pour la réanimation dans les grandes îles de Martinique et Guadeloupe. Et je redis à la population qu'il faut se protéger de la Covid. C'est une maladie qui peut être grave. La vaccination est le seul traitement actuel dont on dispose efficace. Et malheureusement, nous constatons tous les jours que les personnes non vaccinées sont exposées à des formes dramatiques qui parfois se terminent par le décès. Donc, je voudrais juste revenir sur quelque chose qui attire mon attention, et je pense que c'est aussi l'attention de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, puisque l'unité active, la plus active aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de moyens sur l'île. S'il y a quelque chose de grave, si on augmente plus les cas, aujourd'hui, nous n'avons pas de solution. Nous ne pouvons pas envoyer des gens en Guadeloupe ni en Martinique. C'est ce que je comprends. C'est ça. Mais l'hôpital fait tous les efforts, c'est ce qu'a dit Madame Lampis tout à l'heure, pour ouvrir de nouveaux lits, pour ne laisser personne sur le côté de la route. Les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, les administratifs, tout le monde est à 100% tourné vers le Covid, même s'il faut bien sûr toujours accueillir les urgences autres que le Covid, bien entendu, mais cela occupe énormément de ressources humaines qui pourraient manquer, outre la place, donc outre les lits, ça pourrait être les personnels qui manquent pour gérer une affluence trop grande de patients, effectivement. Monsieur le préfet. Moi, je voulais aussi compléter en disant que en situation de fonction normale de l'hôpital public, aucune structure n'est en capacité d'accueillir des malades en nombre avec la nécessité de procéder à une prise en charge lourde passant par l'intubation. Donc on est dans une situation hors norme. Pour autant, je tiens à le préciser, sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette rencontre avec l'ensemble des professionnels de santé qui sont les mieux à même à dire ce qu'est la réalité et qui ont cette crédibilité de la science, du scientifique et du praticien qu'ils ont. Mais pour autant, on a des indicateurs épidémiologiques, je le précise, qui restent encore inférieurs à ce que la Guadeloupe et la Martinique connaissent. La Martinique et la Guadeloupe ont un taux de positivité qui est de l'ordre de 25%. Le taux de silence, il dépasse les 1500. Nous, on n'en est pas là. D'où l'intérêt du travail qui est fait. Je tiens à cette expression de collectif. Il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant. Et dans la chaîne, je mets tout le monde. De l'ouvrier, de l'artisan, à l'enfant, enfin à l'adolescent qui joue au foot, au basket, jusqu'aux plus anciens qui, eux, sont soucieux de la vie de leurs petits-enfants, de la santé de leurs petits-enfants, jusqu'au préfet, effectivement, qui est aussi en bout de chaîne, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on a besoin de maintenir ces taux, de les maîtriser, et en les maîtrisant, on évitera à l'hôpital de perdre la maîtrise. Madame la directrice a fort justement parlé de maîtrise. L'enjeu, c'est de garder la maîtrise. Et en gardant la maîtrise, nous sommes, je dirais, les maîtres de la situation et nous pouvons notamment éviter de transférer
ce qui serait très difficile compte tenu du niveau de saturation qui est le leur, de transférer vers les hôpitaux de la Guadeloupe, en priorité, voire de la Martinique. Et le transfert, c'est aussi une situation humaine très difficile à vivre pour les familles. Il faut intégrer que lorsque vous avez un proche qui est hospitalisé en Guadeloupe et en Martinique, même dans une situation normale, c'est une source d'inquiétude. Alors imaginons ce que cela doit être pour ces personnes-là, pour ces familles-là, lorsqu'un de leurs proches, l'un de leurs enfants, adolescents, est hospitalisé donc en Guadeloupe et en Martinique. Donc le transfert, c'est déjà, au plan humain, un facteur de stress pour les familles. Un facteur très important. Donc il faut que nous évitions cela. Je dirais pas à n'importe quel prix, assurément, mais avec l'engagement qui est le nôtre et l'effort que nous faisons tous ici. Et j'y associe tout le monde. Quelle est la corrélation vaccination et taux d'incidence? Je crois que c'est le docteur Bussuel qui peut répondre à cette question. Alors oui, les régions où le taux d'incidence est le plus fort sont les régions les moins vaccinées. Ça, de toute façon, les choses sont claires. Ça s'explique facilement. La vaccination réduit de façon notable le risque d'être contaminé par le virus. Alors j'entends souvent Israël était le premier territoire à avoir un fort taux de vaccination. Or, il y a eu une vague encore en Israël, etc. Oui, la vaccination n'empêche pas de porter le virus. Il faut s'imaginer que le virus, en fait, se transmet par voie aérienne, par les gouttelettes. Donc, on peut très bien inspirer des particules virales, ce qui va provoquer la positivité à ce moment-là du test si on le réalise à ce moment-là. Mais on peut avoir un test positif et ne pas être malade. Et c'est le but du vaccin, justement. Le vaccin, il empêche d'être malade, ou bien si on est malade, il empêche de faire une forme grave. Et c'est là tout l'intérêt de la vaccination. Encore une fois, on n'a jamais dit que cette vaccination empêchait d'attraper le virus. D'ailleurs, il y a très peu de vaccins qui évitent d'attraper complètement l'agent infectieux contre lesquels on est vacciné. Mais ça réduit considérablement le risque de faire une forme grave. Et c'est le but de la vaccination contre le coronavirus. Julien, je crois qu'il y a quelques questions. Oui, il y a à peu près un peu plus d'une centaine de personnes connectées sur notre page Facebook actuellement. Les questions pour l'instant concernent les aspects un peu pratiques, puisque je pense que le message sanitaire passe, en tout cas les données de santé passent. Je pense que c'est une question d'abord pour Monsieur le Préfet, puis ensuite des questions pour les professionnels de santé. En termes de maîtrise de la situation, on nous demande de revenir de manière assez explicite sur les mesures qui sont en vigueur, leur déploiement, éventuellement leur symétrie avec la partie hollandaise de Saint-Martin. Et il y a une question relativement précise que je vais essayer de retranscrire de cette manière-là, des malades guéris du Covid qui présentent encore des tests positifs auront probablement du mal à revenir à Saint-Martin par les voies aériennes, si j'ai bien compris la question. Donc il y a peut-être des subtilités de compréhension, des subtilités d'usage, et je pense qu'on va glisser petit à petit sur des questions de passe, mais ce n'est pas encore le cas actuellement. Voilà. Sur les mesures prises, Madame Lampis a parlé de 4e vague. Santé publique France, dans sa note récente, évoque pour Saint-Barthélemy-Saint-Martin une vague qui est présente depuis mai. En fait, depuis mai, nous ne cessons, avec l'ARS, avec la directrice de l'hôpital, avec le docteur et ses équipes, de prendre des mesures adaptées à la situation épidémiologique ici, parce que nous avons une vague depuis mai. Et je rappelle que sur ce territoire, nous avons perdu en vie humaine, ce sont des pertes, c'est des familles derrière qui sont touchées. Nous avons perdu 29 personnes. Rapporté à la population, ça fait 60 000 morts. 60 000 morts en moins de 3 mois. De fin mai à aujourd'hui, c'est 60 000 morts rapportés à la population de la France. Donc ce n'est pas rien.
Nous, on a cette vague-là que nous gérons depuis mai. Et les mesures, je les ai toujours adaptées. Donc j'ai pris un couvre-feu, souvenez-vous-en, en mai, fin mai, de 23h à 20h, puis ensuite je l'ai élargi. Et j'ai maintenu, pour les bars et les restaurants notamment, une fermeture à minuit. Et récemment, depuis, vous le savez, 10 jours, j'ai repris un couvre-feu, une mesure qui fermait les bars et les restaurants à 22h, et depuis vendredi dernier, à 20h. Je n'ai pas mis en place de confinement. À la question que des personnes se posent, et voilà. Allons-nous vers le confinement? Alors, je dirais non à ce stade. Vous voyez, où je suis dans la mesure de l'équilibre, il ne faut pas que ce soit mal interprété au demeurant, mais je suis toujours à la recherche du bon équilibre, le but étant de protéger des hommes et des femmes, mais aussi de maintenir une activité économique, parce qu'elle est essentielle ici, évidemment. C'est important d'avoir une activité économique dans une île qui est quand même très fermée. Certes, il y a une ouverture vers le monde par le biais de Sint-Maarten, mais les gens sont quand même dans un environnement donc assez restreint, 88 km², 88 en tout, 53 pour la partie française, donc c'est restreint. Donc ça, je l'intègre. Donc le confinement, je ne le mets pas en place. C'est pour cette raison que j'appelle aussi, et que nous appelons à la raison et au comportement citoyen. Parce qu'il faut limiter nos déplacements, veiller à ne pas faire la fête donc, de façon débridée chez soi. Je n'empêche pas, et nul est mon intention d'empêcher donc les rendez-vous de famille, les repas de famille. Mais dans les repas de famille, il faut aussi respecter les gestes barrières et protéger la personne qui est la plus fragile. Il y en a toujours une autour de la table. C'est ça l'enjeu. Donc pour le moment, je ne mets pas en place de confinement, comme cela a été fait en Guadeloupe et Martinique, parce que j'estime qu'à ce stade, il ne serait pas opportun de le mettre en place et il n'est pas nécessaire de le mettre en place. Mais tout peut très vite basculer. Donc c'est un appel que je fais à la raison, et je sais aussi que les habitants savent se mobiliser en conséquence, notamment pour faciliter le travail des équipes soignantes de l'hôpital. Alors, le centre de vaccination de Galisbée est fermé. Quelle solution reste-t-il pour les personnes qui auraient voulu être vaccinées? Alors, le centre de vaccination de Galisbée, effectivement, a été fermé en accord avec l'ARS. Tous les moyens ont été concentrés sur l'hôpital. Et donc, le centre de vaccination de l'hôpital, lui, fonctionne et a repris toute l'activité du vaccinodrome. Alors, normalement, sur rendez-vous, mais nous acceptons les personnes qui viennent sans rendez-vous. Donc il faut privilégier les rendez-vous parce que c'est plus facile en termes d'organisation et de moyens humains à mettre en place. Mais si des personnes souhaitent se faire vacciner, y compris sans rendez-vous, elles peuvent se présenter à l'hôpital, au centre de vaccination. Il fonctionne, il n'a jamais arrêté de fonctionner. Et depuis que le vaccinodrome s'est arrêté vendredi, nous avons repris toute cette activité. Donc il n'y a aucun obstacle à la vaccination. Il n'y a pas de problème de dose, il n'y a pas de problème de vaccin sur l'île. Nous avons tout ce que nous demandons en termes de doses de vaccin. Je lis beaucoup et je suis souvent sur les réseaux sociaux pour suivre un peu la tendance. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent sur les autres alternatives à la vaccination, comme par exemple l'ivermectine, etc., etc. Il y en a beaucoup. Tout le monde aujourd'hui sur Facebook, ils sont devenus spécialistes et experts du Covid-19. Vous êtes docteur, donc moi j'aimerais bien que vous puissiez nous éclairer sur ce point. Alors, rien n'est incompatible avec la vaccination. C'est-à-dire qu'on peut croire en des médecines différentes. La phytothérapie a sûrement un intérêt, je ne suis pas spécialiste. L'ivermectine, je connais très bien, parce que ça fait partie de mon domaine. Aucun médicament, aucun, n'a démontré son efficacité dans l'infection à SARS-CoV-2, au Covid-19. On peut essayer d'interpréter des études qui sont détournées de leur objectif. Et on peut tout faire. En tant que médecin, on serait les premiers contents s'il y avait un médicament qui fonctionne. Ça viendra, ça viendra. Juste une remarque, c'est que l'ivermectine est utilisée aux Antilles, dans le cadre de la Covid-19, mais pas pour lutter contre le virus. C'est un médicament antiparasitaire qu'on donne chez toute personne qui reçoit
ce qu'on appelle une corticothérapie, la cortisone. Or, la cortisone, c'est la base du traitement de la Covid-19. Donc, les personnes qui ont la Covid-19 reçoivent de l'ivermectine, pour la raison que c'est un antiparasitaire qui va éviter aux parasites qu'on peut avoir dans l'intestin de se développer sous l'influence de la cortisone. C'est uniquement pour ça. Or, on a donc une grosse expérience de l'ivermectine aux Antilles, bien plus qu'en métropole, sur la Covid, pour cette raison. Eh bien, ça n'améliore rien du tout. Voilà, on en a une démonstration grandeur nature. Pour ce qui est de la phytothérapie, Virapic, Herbapic, moi je connais ça. Bon, j'ai déjà travaillé à Saint-Martin il y a bien longtemps. On présentait ça comme le remède miracle pour la dengue, pour la grippe, pour tout. Voilà. Les médicaments qui marchent pour tout, je n'en connais pas. Il n'en existe pas, et pas plus celui-là qu'un autre. Je crois que certains font la promotion commerciale des produits qu'ils fabriquent. Et ça, bon, ça peut s'entendre. Encore une fois, ça ne remplace pas la vaccination. On peut très bien prendre le Virapic en étant vacciné, hein, c'est pas interdit. Mais ça reste le vaccin qui nous protège contre cette infection. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'alternative. Alors, il y a plusieurs vaccins différents. On entend dire certains, je vais attendre le suivant. Mais non, il ne faut pas attendre le suivant. D'ailleurs, je ferai remarquer que le président du laboratoire Sanofi qui fabrique le vaccin français là, a fait un communiqué pour dire lui-même, vaccinez-vous tout de suite, n'attendez pas mon vaccin. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas d'intention commerciale de ce côté-là, en tout cas de la part de Sanofi. Et puis on verra ce que donne Sanofi. Je précise quand même à ceux qui nous disent très souvent, hein, je préfère attendre le vaccin Sanofi. Le vaccin Sanofi a un mode de fonctionnement intéressant, ce qu'on appelle les protéines recombinantes, mais surtout, il est bourré d'adjuvants. Alors, lors des précédentes campagnes de vaccination, pour d'autres maladies, certains ne voulaient pas se faire vacciner parce qu'il y avait des adjuvants. Alors maintenant, on attend celui qui a le plus d'adjuvants. C'est vous montrer que tout ça est un petit peu irrationnel et nécessite sûrement plus d'explications, d'informations, mais aussi peut-être une sollicitation plus forte qui passe, actuellement en tout cas, par ce qu'on appelle le pass sanitaire et qui arrive souvent à décider certains qui étaient un petit peu indécis à se vacciner. Je voudrais, docteur, là, vous entamez un sujet qui devient passionnant, mais très polémique. Moi, je vais vous poser une question un petit peu innocente. J'entends parler des effets secondaires du vaccin. Voilà. Alors, je sais qu'il y a, on n'a pas de recul sur tout ce qui se passe en ce moment. J'en suis convaincue. J'ai juste envie de savoir quel est le rapport d'effets secondaires par rapport aux bienfaits du vaccin. Là, je mets un pavé dans la mare, je le sais, mais je veux juste savoir, parce qu'on n'entend parler que des effets secondaires du vaccin. Je sais qu'on peut continuer à véhiculer la Covid-19 avec le vaccin. Je pose une question ouverte, docteur. Bien sûr. Donc, d'abord, il faut savoir qu'en France, tout vaccin confondu, on a administré 80 millions de doses. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc le recul commence à être important et surtout la vision globale de la tolérance de ce vaccin commence à être bonne. On a en France un institut qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui est un organisme indépendant, il n'est pas politique, et qui justement surveille tout ce qui remonte de la vaccination et collecte un par un les effets indésirables qui sont signalés et les étudie tous. Chaque effet indésirable signalé est analysé. Au total, sur ces 80 millions de doses administrées, on a recensé moins de 0,1% d'effets indésirables. Parmi ces effets indésirables, 75% sont considérés comme bénins. Vous savez,
le petit effet qu'on a après n'importe quel vaccin. J'ai un petit peu mal là où on a fait la piqûre. Ici, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été, qui est mort après être vacciné ou qui a été C'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, malade c'est... après le vaccin. Voilà. À Saint-Martin, on a administré près de 20 000 doses. Personne n'est mort du vaccin. Donc, C'est pas ce qui se dit dans les... C'est pas ce qui se dit. Mais enfin, Donc moi, mais enfin, voilà, c'est la pour ça vérité. qu'on insiste pour que vous puissiez nous donner... Parce qu'aujourd'hui, dehors, on entend toujours qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est mort alors qu'il a été vacciné. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin, quel qu'il soit, un vaccin n'est pas un remède contre la mort. C'est-à-dire, si on se fait vacciner, malheureusement, on peut mourir d'autre chose dans les jours qui suivent. Je me fais vacciner, en sortant du centre de vaccination, je me fais écraser par une voiture. Le vaccin n'y est pour rien. Ici, ce sera la cause du virus, du vaccin. Voilà. Des personnes, bien sûr, qui ont des facteurs de risque très importants, cardiaques entre autres, peuvent faire un accident cardiaque dans les suites d'une vaccination sans qu'il y ait un lien avec la vaccination. Et pourtant, tout cela, et c'est la règle, c'est la loi, est considéré et remonté comme étant un effet indésirable du vaccin. C'est la règle. Hein, dans l'analyse des effets indésirables des médicaments, tout événement est considéré comme effet indésirable, même s'il n'y a pas de lien. Comment ? Y a-t-il eu des remontées pour Saint-Martin à cette date ? Alors pour Saint-Martin, il n'y a eu aucun effet secondaire grave. Par contre, comme dans toute la France, il y a les effets indésirables classiques de la vaccination, des fièvres parfois fortes, ça peut être des douleurs, ça peut être des maux de tête, ça peut être, voilà, des effets secondaires de ce type. Mais pas d'effets secondaires graves. Aucun. Il a répondu, Sandrine, à tes questions. Michel, M. Vogel, et après je te passe. Alors, en fait, la fédération, elle fait bien le constat que la vaccination est incontournable. Nous, on a relancé, pas plus tard que ce week-end, avec la CCISM, une campagne de communication pour justement inciter les chefs d'entreprise à faire vacciner et à se vacciner. À cet égard, on a mis en place un survey manqué, qui est en fait 4 petites questions, très rapidement assimilables, hein, c'est oui et non. Hein. La première, c'est êtes-vous favorable à la vaccination ? La deuxième, favorable au pass sanitaire. La troisième, la mise en place immédiate du pass sanitaire. Et la quatrième, la mise en place d'un confinement. On va avoir le rapport sous 2 jours à peu près. Sous 48 heures, on aura ce retour. Par contre, il y a une autre perspective qui peut être encourageante. J'ai pu discuter avec la directrice de la CIST il y a quelques instants, et donc elle est en train d'avancer sérieusement la vaccination en entreprise. Pour ça, elle attend une possibilité de disposer des vaccins Pfizer, et donc ça c'est pareil, c'est une possibilité et une ouverture qui risque de se faire sous 48 heures. Donc ça serait des aspects très positifs pour nous, sachant qu'aujourd'hui les entreprises sont dans une vraie difficulté. Comment imposer au personnel, comment imposer à un certain nombre de leurs collaborateurs de se faire vacciner ou pas se faire vacciner. Et si on prend le pass sanitaire, il y a des questions qui sont totalement incalculables. On ne sait pas comment gérer une solution dans un hôtel qui doit avoir des personnes vaccinées pour se rendre au restaurant, mais pas pour aller à la piscine ou vice-versa, et le personnel de salle qui doit être vacciné, mais pas celui des chambres. Enfin, on n'arrive plus à comprendre tellement la situation devient incontrôlable. Donc voilà, je voulais apporter ces points-là, puisqu'en fait, on se reverra, à mon avis, très rapidement dans un webinaire, parce que la directrice ne peut pas venir sur Saint-Martin actuellement, mais sur un webinaire avec la CIST, qui nous permettra de voir un petit peu dans quels moyens elle peut nous aider à avancer dans le monde de l'entreprise. Voilà. Merci Michel. Je crois que Julien avait quelques questions qui remontaient. Oui, on est à un peu plus de 260 connectés sur notre webinaire. Les questions maintenant arrivent concernant au sujet du pass sanitaire. Alors, c'est à plusieurs niveaux. D'une part, on nous demande pourquoi ce pass n'est pas encore mis en place ici et sous combien de temps il le serait. Est-ce que c'est une mesure
qui serait complémentaire à d'autres mesures qui arriveraient un peu plus tard. Pourquoi autant de vaccins aussi, pourquoi autant de types de vaccins et pas un seul vaccin? Je pense que c'est ça la question qui est sous-jacente. Et on nous fait remonter un effet indésirable là. J'ai fait une myocardite suite au vaccin Pfizer. Voilà. Donc c'est pas une question, c'est simplement une information qui a été déposée. Voilà, donc si je résume, pourquoi un couvre-feu ou pourquoi des mesures graduelles comme ça, sans imposer un pass sanitaire immédiatement, et puis voilà, la variété des vaccins. Alors là, je pense, excusez-moi, mais là, en fait, le pass sanitaire intégrant le vaccin, ça va tout mélanger les questions. À mon avis, je crois qu'il faut se recentrer déjà sur la nécessité de vacciner et ensuite, bien sûr, Monsieur le Préfet va nous répondre sur le pass sanitaire qui sera une conséquence. Alors, Monsieur le Préfet. Sur le pass sanitaire, la question m'a déjà été posée. J'ai notamment répondu à la presse, mais assurément, je vais y répondre bien volontiers. Nous avons la chance ici d'avoir eu l'écoute des législateurs qui ont, dans la loi du 5 août dernier, qui a été promulguée le 5 août dernier, ont arbitré en faveur d'une adaptation territorialisée de la mise en œuvre du pass sanitaire. Et c'est cohérent. C'est cohérent avec ce que nous vivons ici, avec la situation telle qu'elle a été décrite et telle que nous la gérons. Donc, bien évidemment, le pass sanitaire sera mis en place, mais je l'ai dit, je ne vais pas le mettre en place partout. D'ailleurs, la loi ne prévoit pas que je le mette partout. Il faut que je sectorise, je le ferai en liaison avec les professionnels et leurs représentants ici. Donc, ça concerne, c'est vrai, ça concernera très probablement le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Pourquoi je ne l'ai pas mis en place dans ces secteurs? Il ne vous a pas échappé que nous rentrons dans la saison cyclonique, que beaucoup d'établissements sont ou vont fermer, ce qui va nous laisser le temps de la mise en œuvre des dispositions pratiques de ce pass. Il y a aussi d'autres secteurs dans lesquels je pourrais les mettre. Je n'y ai pas encore réfléchi précisément. Je l'ai dit, je vais consulter largement. Mais ça va être lié aux causes, c'est-à-dire que nous connaissons les causes. Donc il faut que je m'attaque aux causes. Il faut que nous attaquions aux causes. Donc, au lieu où nous savons qu'il peut diffuser largement et qu'il peut se propager et créer ensuite une tension à l'hôpital. Donc, attachons-nous aux causes, traitons-les pour être ensuite plus sereins. Donc ça, c'est la méthode de la concertation et du traitement de la cause. Évidemment, il ne vous a pas échappé que le vaccin n'est pas obligatoire. Donc il s'agit tout simplement encore d'inscrire chacun dans une réflexion, de savoir s'il est prêt ou pas à accepter quelques contraintes, mais qui participent à l'intérêt général, et notamment participent à la gestion sanitaire de la maladie en lien avec les personnels soignants. Il s'agit aussi de faire comprendre que dans un pays où la liberté est la règle, la liberté ne consiste pas à faire n'importe quoi, n'importe comment. D'ailleurs, dans une famille, les parents éduquent leurs enfants et leur apprennent les bonnes manières. S'il n'y avait pas cette éducation parentale, les enfants feraient n'importe quoi et la situation serait vite invivable en société. Il en est de même pour l'État qui doit gérer, non pas des enfants, mais qui doit gérer une société, qui doit tenir compte de ses contraintes, de ses atouts, de ses forces, de ses faiblesses. Donc ici, j'en conclurai par cette nouvelle affirmation, nous avons la chance d'avoir la possibilité, et j'ai la chance de pouvoir avec vous, avec l'ensemble des acteurs de la société, des professionnels, des socioprofessionnels, comme on dit, de travailler sur la mise en œuvre de ce pass sanitaire et des conditions qui prévaudront, et de leur efficacité, parce que le but, c'est d'être efficace. Si je le mets avec vous sans avoir la certitude que ce pass sera efficace et aura un impact, notamment en fréquentation hospitalière, l'intérêt sera minoré et puis la pédagogie n'aura pas été comprise.
Voilà ce que je voulais dire. Donc, concertation, mise en œuvre du pass sanitaire, dans des délais raisonnables, avec l'aval, le soutien d'une grande majorité, je l'espère, des habitants de cette île et des socioprofessionnels de cette île. Nous vous remercions, Monsieur le Préfet, de nous concerter. Je pense que beaucoup de territoires n'ont pas cette chance, se sont vus imposer le pass sanitaire. À Saint-Martin, la particularité veut que nous avons un territoire, nous partageons un pays avec la partie hollandaise, donc nous vous remercions d'attendre et de voir comment évoluent les choses et que nous puissions avoir une concertation avec tous les socioprofessionnels pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place le pass sanitaire et qui pourrait convenir à notre particularité économique. Je précise que j'ai des contacts réguliers avec Mme Sylvie Jacob, Première ministre de Sint-Maarten, qui a d'ailleurs très vite pris une mesure de couvre-feu presque à l'identique, à 23 heures pour Sint-Maarten, qui je pense aussi doit jouer et va avoir une incidence sur nos indicateurs épidémiologiques. Alors évidemment, j'aimerais qu'ils aillent beaucoup plus loin, parce qu'ils connaissent encore une augmentation forte de leurs indicateurs, mais c'est déjà un premier pas très important qui a été franchi par les autorités de Sint-Maarten, qui est à mettre à leur bénéfice, bien évidemment. Monsieur le Préfet, vous disiez qu'en partie néerlandaise, je crois que la couverture vaccinale est plus importante que la partie française. Je crois avoir entendu dire ça. Oui, ils ont une couverture vaccinale qui est supérieure à la nôtre et de mémoire, elle est de 40% en double vaccination. Et à Alors Saint-Martin, que nous sommes à 28% en double vaccination pour ici Saint-Martin. Et en vaccination unique à Sint-Maarten, ils sont à plus de 60%, alors que nous sommes à 21%, 22%. À Saint-Barthélemy, ils sont au double de ces données. Donc en fait, on serait entouré de territoires qui auraient une couverture vaccinale supérieure à la nôtre, a priori. Sint-Maarten a une couverture vaccinale supérieure à la nôtre, qui n'est pas très supérieure à la nôtre, ce qui fait qu'aussi ils ont une tension dans leur structure hospitalière importante et une augmentation très forte de la diffusion de l'épidémie. Mais actuellement, Monsieur le Préfet, je vais mettre un pavé dans la mare comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai peur que les gens s'inquiètent. Ils entendent des arguments à droite et à gauche. Personnellement, je ne suis pas pro ou contre. J'essaye d'écouter tout le monde. Qu'est-ce que demain, vous auriez un membre de votre famille qui viendrait vous poser des questions? Est-ce que je dois me faire vacciner ou pas? Qu'est-ce que vous répondriez en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire en dehors de la capacité de lit? Et je ne sais pas, voilà, comment vous convaincriez? Je vais vous répondre très franchement, à titre personnel. Si je ne m'étais pas fait vacciner, ma famille m'aurait demandé de le faire. Et je suis vacciné depuis le mois de février dernier. Je ne me suis pas posé la question. Je devais le faire. C'est une attitude responsable et je sais que mes proches m'auraient poussé à le faire si je ne l'avais pas fait. J'aurais pu avoir la réflexion que certains ont et qui méritent évidemment des réponses comme le docteur l'a fait, très clairement. Donc, une fois qu'on a entendu ces arguments, je crois qu'on peut aussi, pour ceux qui sont notamment, vraiment pour le moment, il y a quand même des personnes qui sont en grande fragilité et qui le savent, dont les médecins traitants leur ont dit qu'ils étaient en grande fragilité, qui ne sont pas encore vaccinés. Ces personnes-là doivent absolument aller se faire vacciner. Ensuite, les autres, en leur âme et conscience, doivent se poser la question, est-ce que j'appartiens, est-ce que je fais société? Est-ce que je suis dans une société? Mais la société, elle n'est pas uniquement le fait de l'individu. Elle est le fait de ceux qui y vivent, de ceux qui travaillent, qui en ont aussi des bénéfices, par de la sécurité sociale, de la gratuité des soins ici, du côté de Saint-Martin, à comparer à Sint-Maarten, nous sommes quand même très avantagés. Nous avons une structure hospitalière et des aides-soignants, des soignants de qualité. Et nous avons aussi des avantages qui sont reconnus par beaucoup dans les Antilles et bien au-delà. Donc tout cela mérite qu'on prenne aussi du recul et de façon apaisée. Notamment, vous l'avez dit, nous pensions à mettre en place le pass sanitaire qui ne sera pas mis partout. J'ai compris. À l'évidence, je l'ai dit, il faut s'attaquer aux causes. J'ai associé évidemment les médecins, la directrice, parce que je veux traiter les causes. Et pour traiter les causes, il faut traiter
voir comment on peut, dans les lieux où il y a énormément de personnes, d'affluence, on peut mettre en place ce pass sanitaire et dans quelles conditions c'est faisable. Mais disons Je rappelle que qu'il y a déjà des personnels pour qui c'est obligatoire. le pass sanitaire est beaucoup plus large parce que j'ai entendu, moi, dans les réflexions que j'ai entendues un peu à droite et à gauche, les gens confondent pass sanitaire et vaccination. Ce sont deux notions différentes, à mon avis. Et là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas pour ou contre. J'écoute les arguments des deux parties et je n'essaie pas de convaincre d'un côté ou de l'autre. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier les arguments de peur qu'on entend des deux côtés. Des deux côtés. Alors, Sandrine, moi, je vais enlever ma casquette de présidente de CCI et je vais mettre ma casquette de chef d'entreprise parce que je le répète et je le répéterai, je pense, toute ma vie, pour être président de CCI, il faut être chef d'entreprise. Donc, il faut avoir vraiment les pieds dans la gadoue et c'est le cas. Moi, j'ai choisi de me faire vacciner depuis le mois de mars, tout simplement parce que je n'ai pas le droit d'être malade. Je ne peux pas me permettre d'être malade. Donc, lorsque j'ai calculé le risque d'être malade et le risque de la vaccination, j'ai fait un choix qui est rapide. Un, pour protéger mes parents qui sont un peu âgés. Deux, pour le bien de mes salariés, parce que je sais très bien que si jamais je suis hospitalisée pendant 2 semaines, nous sommes en période de pandémie, en période très tendue pour la trésorerie des entreprises. Mes employés auraient des difficultés. C'est un choix que j'ai fait de me faire vacciner. Or, au mois de février, je n'étais pas pour la vaccination. Mais j'ai fait donc je le dis, c'est un choix. Voilà, c'est un argument. C'est un argument que voilà. Tu as posé la question, moi je réponds en tant que chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis satisfaite d'avoir pris cette décision. Et si je peux, par mon expérience, expliquer, je suis ouverte à toutes les questions que les gens se posent. Madame, je vois que vous voulez répondre. Non, mais je vais faire comme Madame la Présidente, je vais enlever ma casquette de directeur d'hôpital. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai écouté les débats télévisés, j'ai écouté les avis, les pour, les contre, notamment les paroles médicales, parce que certains médecins ont pris la parole publiquement pour avancer des arguments contre la vaccination, surtout il y a quelques mois, moins maintenant. Et puis, moi, j'ai décidé de me faire vacciner parce que, effectivement, je voulais me protéger et protéger les autres, mon entourage. Parce que quand on est malade, on peut aussi contaminer les autres. Donc, j'ai recommandé, et tout mon entourage est vacciné, et je recommande sans hésitation à tous ceux qui me sont proches de se faire vacciner. Docteur, maintenant je vais m'adresser à vous. On a entendu tous les débats. Il y a autant de médecins qui sont contre que de médecins qui sont pour. Et là, on est perdu du coup. Alors, il n'y a pas autant de médecins qui sont pour et autant qui sont contre. C'est juste que dans les débats, dans les médias, étonnamment, on donne autant la parole à ceux qui sont pour que ceux qui sont contre. Mais ceux qui sont contre, ils sont bien moins nombreux. Ils sont même une infime minorité. Mais à partir du moment où, effectivement, on les expose de la même façon, c'est le problème maintenant de l'information continue, c'est qu'on veut se faire s'opposer les gens, et à ce moment-là, on va chercher quelqu'un, on en a trouvé un, on est content, on le met là, et il va aller de son discours contre les vaccins. Moi, je dirais surtout, d'abord, je vais le redire, s'il y a des médecins qui connaissent bien cette problématique, c'est les infectiologues. Je ne connais pas d'infectiologue qui soit contre la vaccination. Voilà, déjà. Ensuite, je dirais, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Je veux dire, notre ennemi, c'est le virus. Ce n'est pas le vaccin. Les vaccins, c'est nos amis, depuis toujours, depuis que la vaccination existe. Si en France, on ne meurt plus ou presque plus de la rougeole, c'est grâce au vaccin. S'il n'y a plus de polio en France et dans tous les pays occidentaux, c'est grâce au vaccin. Je vous conseille d'être attentif à ce qui va se passer dans une zone où ce qui se passe est absolument horrible, mais c'est l'Afghanistan, qui est l'un des derniers pays où il reste quelques cas de polio, et les talibans sont absolument hostiles à toute forme de vaccination. Je serais très intéressé dans les mois qui viennent de connaître les chiffres de la poliomyélite dans ce pays. Je ne compare pas les talibans aux anti-vaccins, quoique. Mais il faut savoir qu'encore une fois, les vaccins sont là pour nous aider à avoir une vie meilleure et une espérance de vie plus longue. Pourquoi est-ce qu'on voit moins de
typhoïde, pourquoi est-ce qu'on voit moins de tétanos? C'est grâce au vaccin. Ce sont sans doute les plus grands progrès de la médecine du dernier siècle, de notre siècle et des décennies à venir. Et il faut combien de temps pour analyser les effets d'un vaccin? En combien de temps on peut voir les propriétés d'un vaccin? Aucun effet indésirable d'aucun vaccin n'a été découvert plus de 6 mois après sa mise en circulation. Aucun. Zéro. Ça n'existe pas. La grande peur du vaccin de l'hépatite B avec ses soi-disant scléroses en plaques qui apparaissaient, qui poussaient comme des champignons, si je puis dire, a été démontée de toutes pièces par toutes les études qui ont été faites. Il n'y a jamais eu de sclérose en plaques provoquée par le vaccin de l'hépatite B. Le problème, c'est que une fausse information va se diffuser extrêmement vite. Démonter une fausse information, ça va souvent prendre des années. Donc, ne pas s'inquiéter. Les autorités politiques, médicales n'ont aucun intérêt à diffuser dans la population générale un produit dont on craindrait qu'elle rende les gens malades. Le but n'est pas là. Le but, c'est d'empêcher les gens d'être malades, de leur éviter de se retrouver à l'hôpital, de leur éviter de contaminer leur entourage, d'éviter de se trouver en réanimation. Des exemples des derniers jours à l'hôpital. C'est-à-dire une femme de 51 ans a été intubée, va partir pour la Guadeloupe. Un monsieur de 69 ans est intubé et refusé par la réanimation. Qu'est-ce qu'il va devenir? Une dame de 41 ans a été intubée la nuit dernière, va partir pour la Guadeloupe. Un monsieur il y a de plus en plus de personnes jeunes qui sont aujourd'hui... L'âge a baissé, indiscutablement, mais certainement en grande partie parce que les plus âgés sont plus vaccinés. Donc on les voit moins à l'hôpital. C'est normal. Par contre, ceux qu'on voit à l'hôpital âgés ne sont pas farouchement anti-vaccins. Mais ils restaient chez eux, bien isolés, bien cloisonnés, sauf que la famille leur rend visite. Et la famille n'est pas vaccinée. Et la famille leur apporte le vaccin à domicile. Le virus. Et finalement, le virus à domicile. Ça serait bien s'ils leur apportaient le vaccin à domicile. Résultat, ils se retrouvent à l'hôpital avec des formes graves, car les personnes âgées font des formes plus graves. C'est un facteur de risque majeur. Encore une fois, aucun spécialiste de maladies infectieuses ne ferait, entre guillemets, la promotion d'un vaccin s'il n'était pas sûr à 100% de l'innocuité de ce vaccin. C'est un vaccin qui a fait peur, le vaccin ARN messager, parce que certains ont trouvé, à juste titre d'ailleurs, que sa mise en production avait été rapide. Mais c'est une technique, d'abord l'ARN messager a été découvert il y a plus de 50 ans, ça a fait l'objet d'un prix Nobel français, il faudrait quand même s'en féliciter, et ça fait presque 15 ans maintenant qu'on étudie la possibilité de faire des vaccins sur des maladies confidentielles qui n'intéressent personne. C'est pour ça que personne n'en parlait de ces vaccins. Mais les vaccins existaient déjà à base d'ARN messager. C'est juste que la production en est extrêmement facilitée par rapport aux vaccins de forme classique, type Sanofi, qui a été beaucoup plus long à mettre au point, à tester. Il a fallu remettre les choses à zéro après l'échec des premières études. Alors qu'avec l'ARN messager, tout va très très vite. Ce n'est pas pour autant qu'on n'étudie pas ces vaccins. Il ne faut pas croire qu'on balance comme ça dans la population des vaccins dont on ne saurait pas ce qu'ils donnent. La recherche est basée d'abord sur des études, phase 1, phase 2, phase 3, et puis ensuite des phases de surveillance qui vont jusqu'à 2 ans, 3 ans, voire plus. Jamais un vaccin, encore une fois, n'a montré un effet indésirable qui apparaîtrait plus de 6 mois après sa mise à disposition. On est largement au-delà de 6 mois. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, moi, j'ai encore une question profane. Juste une petite question profane. On entend parler de nouveaux variants, ou en tout cas d'un développement vacciné, pas vacciné. Est-ce que ça a un impact sur le développement des variants différents? Oui, c'est la population vaccinée qui produit, entre guillemets, les variants. La population non vaccinée.
La population vaccinée, elle, va avoir une production virus beaucoup plus faible et donc beaucoup moins de chances de faire apparaître un mutant. Qu'est-ce que c'est un mutant viral? C'est tout simplement qu'au fil de sa reproduction, il faut savoir qu'une personne infectée, quel que soit le virus, va produire par jour plusieurs milliers à plusieurs millions de virus. Et bien dans la fabrication du virus, il y a parfois des erreurs. Et ces erreurs peuvent donner des virus soit plus faibles, qui disparaissent, soit au contraire plus résistants au vaccin, plus résistants au traitement, plus contagieux. Voilà. Et effectivement, c'est à ce moment-là le virus qui se retrouve le plus contagieux, le plus fort, qui va diffuser dans la population. On a de la chance. Actuellement, les vaccins à disposition, et particulièrement ceux à ARN messager, sont très efficaces sur les variants, en particulier les derniers dits Delta, qui sont majoritaires d'ailleurs à Saint-Martin et en Guadeloupe. 80% maintenant des isolements de virus font état des variants Delta. Sauf que avant, la première injection suffisait à apporter une protection relativement satisfaisante. Or, contre ces variants, il est indispensable d'avoir les 2 injections pour avoir une protection complète contre ce type de virus. Voilà. Mais les variants, c'est ça. Et il y en aura peut-être d'autres, et même sûrement d'ailleurs, mais rien ne prouve que les futurs variants seront plus dangereux ou plus contagieux que les actuels, au contraire. Nous arrivons donc à l'heure, puisque nous avons déterminé que nous allons faire 1 heure d'intervention sur le Covid-19. Donc nous arrivons à la 1h05 maintenant, je pense qu'on peut déborder un peu. Je vais juste un petit peu récapituler par rapport aux questions que je vois qui défilent. Je précise que le vaccin n'est pas obligatoire à toute la population. Il y a seulement certains métiers où le vaccin est obligatoire, donc il faut absolument le préciser, puisque je vois des questions qui défilent en disant pourquoi est-ce qu'on nous l'impose? On n'impose pas le vaccin. Par contre, ce qui va, on laisse le choix, enfin, quand je dis on, je pense que je m'y mets aussi, puisque nous sommes un petit peu décidaires dans certaines catégories, le choix est laissé aux personnes de se faire vacciner ou non, il faut le préciser. Néanmoins, je pense que la vaccination, c'est un choix personnel, mais quand même avec une responsabilité collective. Je l'ai dit et je l'ai répété tout le temps. Je respecte ceux qui ne sont pas vaccinés. Par contre, je demande à tout le monde de respecter les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est porter son masque, se laver les mains, éviter d'être trop proche des personnes et surtout continuer à éternuer dans son coude, etc. Tout le monde connaît les gestes barrières. Il y a eu un relâchement sur les gestes barrières qui fait que les cas Covid ont explosé sur notre territoire. Donc, il est important de respecter les gestes barrières. Sandrine a raison tout à l'heure quand elle disait qu'il y avait un amalgame entre la vaccination et le pass sanitaire. On va juste, j'expliquerai juste le pass sanitaire en 2 secondes et après, je pense que ça fera l'objet d'un autre webinaire, puisqu'il faut bien qu'on se revoie. Donc, le pass sanitaire, c'est trois points, c'est être vacciné, avoir un certificat de rétablissement, c'est-à-dire avoir été contaminé il y a moins de 6 mois. Et le troisième, c'est de faire le test, un test toutes les 48 heures. Donc voilà le pass sanitaire, donc il ne faut pas confondre avec vaccination. 72 heures maintenant. 72 heures. Donc il ne faut pas confondre pass sanitaire et vaccination. Le pass sanitaire est en cours d'élaboration ici à Saint-Martin. Monsieur le préfet s'engage à nous concerter pour la mise en place de ce pass sanitaire. Le choix de ne pas l'avoir fait, de mettre un couvre-feu, je réponds un peu aux questions. Le choix d'avoir fait ne pas avoir mis le pass sanitaire et d'avoir mis un couvre-feu, c'est un choix qui a été dicté un petit peu par la situation et surtout également par l'économie. Et moi, en tant que représentante du milieu économique de Saint-Martin, je précise une chose, aucune vie humaine ne vaut un vaccin, ne vaut quoi que ce soit. Je pense qu'il est important que les gens sachent que s'il faut sauver une vie humaine et sauver une situation économique, on sauvera la vie humaine. Ça, c'est mon pendant et je le revendique très fort. Je préfère qu'il y ait un couvre-feu sur Saint-Martin. Je préfère qu'il y ait même un confinement sur Saint-Martin, mais qu'on arrive à sauver
la population, qu'on arrive à éviter que la population ne meure. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes autour de nous, moi j'entends de plus, encore ce matin, c'est ce qui passe maintenant sur tous les réseaux sociaux, Rest in Peace, RIP, on entend trop souvent, je viens d'un quartier où très peu, on avait un mort par année, aujourd'hui nous sommes à 3-4 morts dans un mois, donc c'est trop. C'est vraiment trop. Et si aujourd'hui je ne me fais pas l'advocate de la vaccination, mais si aujourd'hui il y a des moyens pour nous protéger, nous on est preneurs. Et on sait aujourd'hui que la vaccination est Julien, y a-t-il d'autres questions avant qu'on dise au revoir à nos intervenants? Alors oui, il y a toujours beaucoup de questions et je pense d'ailleurs qu'on fera le recueil de toutes ces questions-là parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Si j'arrive un peu à synthétiser les dernières questions qui sont arrivées, sur le front des mesures, toujours, qu'est-ce qui va être prévu pour la rentrée des classes, ce qui va pas tarder à arriver. Et puis, encore une fois, des questions sur les prérequis, on va dire, du vaccin, les personnes qui ont déjà des maladies chroniques ou qui déclarent des maladies entre 2 injections, comment doivent-elles se comporter vis-à-vis de leur parcours vaccinal? Et j'aurais moi une dernière question pour Maître Jaboulé tout à l'heure. En tant que chef d'entreprise, que dois-je faire aujourd'hui? On l'a laissé Dr Bissuel intervenir avant et ensuite on terminera. Alors, concernant la vaccination, pour les personnes qui ont des maladies chroniques, c'était la question. Donc, les maladies chroniques sont une excellente indication de vaccination. C'est-à-dire que une personne qui a une maladie cardiaque, un diabète, un cancer, un traitement immunosuppresseur, une polyarthrite rhumatoïde, bref, toutes ces maladies au long cours sont des indications de vaccination, car ce sont des facteurs de risque de formes graves de la Covid. Il faut se vacciner. Si il y a la moindre question que se pose une personne sur la vaccination, elle doit en parler avec son médecin traitant ou aller au centre de vaccination, où on est là pour répondre aux questions justement des personnes qui s'interrogent. On a régulièrement au centre de vaccination des personnes qui viennent en n'étant pas sûres de se faire vacciner, mais qui viennent justement pour en discuter, pour lever les dernières appréhensions. Et généralement, on répond aux questions et on tranquillise tout le monde. Et ça permet aux personnes de se faire vacciner en toute sérénité. Mais les contre-indications à la vaccination sont exceptionnelles. Il n'y en a quasiment plus. Il y a l'allergie aux constituants du vaccin, à l'excipient, si on peut dire. Donc il y en a un seul qui s'appelle le polyéthylène glycol. En France, il y a 10 cas d'allergie à ce produit, 10 personnes allergiques à ce produit, en France, dans toute la France. Donc c'est quelque chose de rarissime et qui est très bien connu par les personnes avant qu'elles viennent nous voir, de toute façon. Il y a les enfants qui ont fait une forme de Covid un petit peu particulière, dont l'acronyme est PIMS, et c'est une maladie inflammatoire des enfants qui peut survenir lors d'un Covid, ce qui montre que la Covid peut être dangereuse aussi chez des enfants. Et ça représente une contre-indication à la vaccination. Mais encore une fois, il y a eu quelques dizaines de cas en France, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis ce sont les personnes qui auraient fait une réaction ou un effet indésirable grave lors d'une première injection. Et à ce moment-là, on va analyser au cas par cas la possibilité de faire la deuxième injection. Voilà les seules contre-indications qui restent pour la vaccination contre la Covid. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, moi, je voulais vous remercier pour l'organisation de ce webinaire, remercier aussi nos interlocuteurs à distance qui ont posé des questions pertinentes, sans être rugueux, je dirais, dans l'expression. Je les en remercie sincèrement parce qu'il faut, je l'ai dit en introduction, dépassionner, il faut quand même prendre du recul et savoir garder raison. Ça nous incombe à nous, adultes, dans les métiers que nous exerçons et dans les responsabilités qui sont les nôtres. Alors, je l'ai dit, je vais organiser des rencontres avec l'ensemble de la société civile, les élus, puis notamment avec l'Éducation nationale pour préparer la rentrée. Mais vous le savez, le ministre
s'est exprimé à ce sujet, il n'y aura pas de vaccin à imposer dans les écoles, lycées et collèges de la République. En revanche, comme cela a été fait, on fera tout pour encourager celles et ceux à aller se faire vacciner, se protéger, protéger les autres, et puis mettre en place le pass sanitaire là où il y a un intérêt en termes de diffusion de l'épidémie ou de sa maîtrise dans les établissements où cela fait sens. C'est trouver le sens. Donnons du sens à notre action où que nous nous situions dans la société. Et il n'y a pas... Personne ne doit rester indifférent et tout le monde est en capacité d'apporter son soutien, quel que soit le niveau où il travaille, quelle que soit l'entreprise, le lieu où il travaille. Merci, Monsieur le Préfet. Sandrine, une question en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis chef d'une entreprise de transport sanitaire, par exemple. Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, Monsieur le Préfet pourra répondre parce qu'effectivement, c'est directement lié, en tout cas si on parle de cette activité au pass sanitaire, mais je pense que c'est un peu prématuré de commencer à parler du pass sanitaire parce que, effectivement, dans l'actualité, on a pu comprendre qu'il y avait de nombreuses interrogations qui doivent faire l'objet de l'arbitrage de la préfecture. Donc, je ne m'avancerai pas trop sur ce terrain du pass sanitaire pour l'instant. En revanche, je suis chef d'entreprise. Naturellement, un salarié qui s'interroge sur doit-il se faire vacciner ou pas, et là je suis hors cadre pass sanitaire, c'est la médecine du travail. Il doit rencontrer les gens de la médecine du travail qui ont récemment eu une loi qui a réformé un petit peu toute cette prévention de la sécurité au travail et ils sont là pour répondre naturellement sur un site ou une sphère professionnelle aux interrogations des salariés sur dois-je me faire vacciner ou pas. Ils sont même habilités à procéder à cette vaccination le cas échéant. Ils sont habilités à les conseiller peut-être en perspective du pass sanitaire. Mais j'ai tendance à dire aujourd'hui, en dehors de la sphère professionnelle, il reste les médecins traitants qui sont quand même des personnes de quartier qui ont l'habitude de suivre les gens. Il y a une forme de confiance parce que je crois que la plus grosse crise que nous rencontrons dans la Covid, à mon avis, c'est la crise de confiance. Et il faut se rapprocher des gens en qui on a confiance pour se faire conseiller, se faire épauler, se faire informer. Et je continue à dire, je ne suis ni pour ni contre, les arguments des deux côtés sont audibles, sont compréhensibles. Et je crois qu'avant tout, on doit se rapprocher de son médecin traitant ou du médecin du travail pour pouvoir avoir des informations. Et bien sûr, quand je parle des médecins traitants, je parle aussi de l'hôpital, puisqu'on peut avoir aussi cette notion de médecin traitant à l'hôpital. Moi, ce serait un petit peu ma conclusion d'aujourd'hui. Et concernant le pass sanitaire, Monsieur le Préfet, j'ai bien compris que vous serez encore une fois notre invité pour pouvoir avancer sur le pass sanitaire. Oui. Pour terminer, je voudrais revenir sur deux petites questions là, qui reviennent assez souvent. Je crois que c'est Mme Lala Banton et la deuxième personne, M. Bruno Moreau, qui dit que vous avez fait, que M. Bissuel, Dr Bissuel, vous dites que ce sont les vaccinés qui provoquent les variants. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être revenir. Voilà, il s'est repris, mais il faudrait peut-être le repréciser parce que je pense que c'est parti en live et ils vont nous faire un buzz sur ça. Désolé pour ce lapsus. Ma langue a fourché, donc je redis que ce sont les personnes non vaccinées qui sont les plus à même d'être productrices de virus variants, mutants, puisque c'est ces personnes non vaccinées qui vont avoir le taux de reproduction du virus le plus fort, et que c'est ce taux de reproduction qui, dans la mécanique de reproduction du virus, va avoir des ratés, et ces ratés vont produire de nouveaux variants, appelés mutants, et ces variants pouvant devenir plus dangereux à leur tour que la souche initiale. Donc ce sont bien les non-vaccinés qui produisent ces mutants. Merci, et donc je vais... Oui, vas-y. Juste pour terminer, donc je vous ferai remonter les réponses qu'on a obtenues par le SurveyMonkey, et puis la prochaine réunion, ça sera, j'espère, avec la CIST, où on fera un webinaire de manière à ce qu'on puisse, une fois de plus, nous adapter à la situation présente. Voilà, je vous remercie à tous d'être venus. Je pense qu'il était important de modifier le mode de communication.
que nous soyons un petit peu plus proches de la population, ne plus passer par des communiqués, mais de pouvoir répondre à des questions en direct. Ce mode de communication fonctionne très bien sur Saint-Martin. Je pense que le webinaire va être partagé, vu et revu au moins pour toute la journée, les jours à venir. Donc, nous allons lancer donc, le deuxième webinaire. Je pense que ça va être sur le pass sanitaire. Et bien sûr, nous aimerions compter sur votre présence pour ce webinaire. Donc, merci encore, Madame Lampis, docteur Bissuel, Michel Vogel, Maître Sandrine Jaboulet-Delahaye, Monsieur le Préfet et toute l'équipe de la CCISM. Merci et de YoTV. Merci d'avoir été là et nous sommes à votre disposition pour toute autre question. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.